Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et à quelle heure. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, commençons. Mon immeuble sur Whitmore Road avait toujours été un endroit où les voisins se connaissaient vraiment. Pas seulement un hochement de tête rapide dans le couloir, mais de vraies conversations, des repas partagés pendant les fêtes, ce genre de choses. Ayant fêté mes 34 ans au printemps précédent, j'habitais l'appartement 4B depuis presque 6 ans en décembre 2022. Assez longtemps pour connaître tout le monde par leur prénom et une grande partie de leurs histoires. L'immeuble lui-même n'avait rien d'exceptionnel, une structure en briques de 3 étages construite dans les années 1970, avec des radiateurs grinçants et des fenêtres laissant passer des courants d'air glacé en hiver. Mais ce sont les gens qui en faisaient un foyer. Il y avait de jeunes couples, quelques professionnels célibataires comme moi, travaillant dans le traitement des sinistres d'assurance, et plusieurs résidents âgés qui vivaient là depuis des décennies. C'était le genre de communauté qui semblait de plus en plus rare dans un monde où la plupart des gens ignorent à peine l'existence de leurs voisins. Dorothy Callahan vivait dans l'appartement 2A, juste au pied de l'escalier principal. Elle avait 73 ans, était une bibliothécaire scolaire à la retraite, avec des cheveux argentés toujours relevés en un chignon lâche et des lunettes de lecture épaisses qui agrandissaient ses yeux bleus. Elle avait emménagé dans l'immeuble en 1994 avec son mari Gérald, décédé d'une crise cardiaque en 2015. Mais la véritable tragédie de sa vie s'était produite en 2017, lorsque son fils unique, Raymond, avait disparu sans laisser de traces. Il avait 41 ans à l'époque, vivait à environ 2 heures de route à Columbus, et un jour, il s'était tout simplement évaporé. Sa voiture avait été retrouvée abandonnée dans une aire de repos près de l'autoroute, les clés toujours sur le contact, son portefeuille sur le siège passager. La police avait enquêté pendant des mois, mais n'avait jamais retrouvé ni son corps ni de réelle réponse. Dorothy n'avait jamais cessé d'espérer son retour, mais on voyait dans ses yeux que quelque chose en elle s'était brisé le jour où Raymond avait disparu. Elle gardait sa photo sur la cheminée, conservait ses affaires d'enfance dans un placard, et attendait un appel qui ne viendrait jamais. C'est ma voisine Vivien, de l'appartement 4A, qui avait eu l'idée de la surprise de Noël. Infirmière pédiatrique dans la quarantaine, elle était de ces personnes qui semblaient fonctionner uniquement au café et à la bonne volonté. Elle avait frappé à ma porte la 2e semaine de décembre avec une expression excitée sur le visage, expliquant qu'elle voulait organiser quelque chose de spécial pour Dorothy. La pauvre femme semblait plus renfermée que d'habitude ces derniers temps, sortant à peine de son appartement, et Vivien pensait qu'un geste de la part de tout l'immeuble pourrait lui remonter le moral pendant les fêtes. Le plan était simple, chacun envelopperait un petit cadeau, quelque chose de personnel et attentionné, et nous les déposerions tous devant la porte de Dorothy la nuit de Noël. Elle se réveillerait le matin de Noël pour trouver une pile de cadeaux de la part de personnes qui tenaient à elle. Cela semblait doux, le genre de choses qui rappelle que l'humanité n'est pas complètement terrible. J'avais immédiatement accepté et proposé de coordonner les résidents du 3e étage. Le 23 décembre, nous avions récolté 17 cadeaux emballés, provenant de presque tous les appartements de l'immeuble. Certains avaient acheté des choses neuves, une écharpe en cachemire, une boîte de chocolat fin, un journal en cuir. D'autres avaient opté pour des créations maison, des mitaines tricotées, des pots de confiture, des cartes écrites à la main. J'avais contribué avec une édition vintage de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, trouvée dans une boutique d'antiquités, sachant que Dorothy avait été bibliothécaire. Tout avait été stocké dans l'appartement de Vivien jusqu'au grand soir. Une excitation sincère régnait dans les couloirs chaque fois que les voisins se croisaient. Même le vieux monsieur Hoffman, du 3C, qui se plaignait habituellement de tout et de tous, avait apporté une boîte de biscuits danois au beurre. Ce soir de Noël, vers 23 h, un petit groupe d'entre nous s'était faufilé silencieusement jusqu'au 2e étage. Nous avions disposé tous les cadeaux en un demi-cercle soigné devant la porte de Dorothy, placé une carte sur le dessus avec l'inscription « De la part de votre famille de Whitmore Road », et nous étions remontés sur la pointe des pieds, avec le sentiment d'avoir fait quelque chose de vraiment bien. Je me suis réveillé le matin de Noël au son de cris perçants, non pas le sursaut de quelqu'un qui a lâché quelque chose ou qui a été surpris, mais un son rauque et guttural qui semblait déchirer les murs de l'immeuble comme s'il avait un poids physique. Je me suis redressé dans mon lit, le cœur battant à tout rompre, et pendant quelques secondes, je suis resté assis à essayer de comprendre ce que j'entendais. Le réveil sur ma table de nuit affichait 7h42 en chiffres vert pâle. Les cris continuaient, montant et descendant par vagues, puis j'ai entendu des portes s'ouvrir dans le couloir, des pas,
des voix qui se chevauchaient dans la confusion. J'ai enfilé un sweatshirt et me suis précipité hors de mon appartement, manquant de peu de percuter Vivien, qui avait la même expression paniquée que je devais avoir. Nous savions tous les deux, sans nous le dire, que le bruit venait de l'étage inférieur, de l'étage de Dorothy. Quand nous avons atteint le palier du deuxième étage, il y avait déjà 4 ou 5 voisins rassemblés devant l'appartement 2A. La porte de Dorothy était grande ouverte, et je pouvais la voir assise par terre, juste à l'intérieur de l'entrée, entourée de papiers cadeaux déchirés et de cadeaux éparpillés. Elle ne hurlait plus, mais émettait un son horrible, une plainte aiguë, se balançant d'avant en arrière, les bras enroulés autour d'elle. Son visage était de la couleur de la vieille craie, et des larmes coulaient sur ses joues en 2 lignes ininterrompues. J'ai poussé les autres et me suis agenouillé à côté d'elle, lui demandant ce qui s'était passé, ce qui n'allait pas, mais elle ne pouvait pas former de mots. Elle ne faisait que pointer quelque chose sur le sol, près du paillasson. Une boîte rectangulaire, de la taille d'une boîte à chaussures, enveloppée dans du papier craft sans ruban ni nœud. Le papier avait été déchiré sur un côté, révélant un contenant en carton blanc en dessous. Je n'ai pas compris tout de suite, je ne pouvais pas saisir pourquoi ce colis, parmi tous les autres, l'avait réduite à cet état. Puis j'ai remarqué l'odeur, faible mais inconfondable, un mélange de quelque chose de chimique et d'organique, et tout mon corps s'est raidi, saisi par une reconnaissance primitive qui court-circuitait toute pensée rationnelle. C'est Vivien qui a appelé le 911. Sa voix était remarquablement ferme alors qu'elle donnait l'adresse et essayait d'expliquer la situation, bien que je pouvais voir sa main libre trembler contre sa cuisse. Quelqu'un avait enveloppé une couverture autour des épaules de Dorothy, mais elle ne semblait pas le remarquer. Elle ne semblait pas remarquer ce qui se passait autour d'elle. Je suis resté à côté d'elle sur le sol, sans toucher la boîte, sans m'en approcher davantage que je ne l'étais déjà. Les autres voisins continuaient de poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'a-t-elle vu? Devrions-nous regarder à l'intérieur? Mais je leur ai dit de rester en arrière. Je leur ai dit de ne rien toucher. J'avais regardé assez de documentaires sur les crimes réels pour savoir au moins cela. Les minutes avant l'arrivée des ambulanciers et de la police ont semblé étirées et déformées, comme si le temps lui-même s'était coincé dans ce couloir exigu. Je me souviens d'avoir fixé le papier craft déchiré, la boîte blanche générique en dessous, et d'avoir remarqué qu'un morceau de papier était visible à travers l'ouverture que Dorothy avait faite. Cela ressemblait à une note manuscrite, les lettres sombres et anguleuses, mais je ne pouvais distinguer que quelques mots depuis mon angle. L'un d'eux était « Raymond ». La police a dégagé le couloir dans les 15 minutes suivant leur arrivée. 2 officiers en uniforme ont pris les déclarations de chacun, tandis qu'une détective en civil, une femme d'une 50aine d'années au visage fatigué nommée Paulson, examinait la scène à l'intérieur de l'appartement de Dorothy. Les ambulanciers avaient emmené Dorothy à l'hôpital pour un choc, et Vivien était parti avec elle, nous laissant les autres debout dans le hall du rez-de-chaussée comme des enfants perdus lors d'une sortie qui avait mal tourné. J'ai fait ma déposition de manière mécanique, expliquant la surprise de Noël, comment nous avions disposé les cadeaux, à quelle heure nous les avions placés devant la porte. L'officier qui prenait des notes m'a demandé si j'avais vu quelqu'un d'inconnu dans l'immeuble la veille au soir. Quelqu'un qui allait et venait et qui n'aurait pas dû être là. Je lui ai répondu non, que j'étais allé me coucher directement après avoir fini de déposer les cadeaux vers 23h15. Il a tout noté sans expression, m'a remercié et est passé au voisin suivant. Il était presque midi lorsque la détective Paulson est descendue dans le hall et nous a réunis. Son visage était soigneusement neutre, le genre de masque professionnel que les gens dans son métier doivent pratiquer pendant des années. Elle nous a dit que le contenu du colis était traité comme une preuve dans une enquête en cours, qu'elle ne pouvait pas partager de détails, mais qu'elle devait savoir si l'un d'entre nous avait contribué à ce colis particulier enveloppé de papier craft dans la pile de cadeaux. Nous nous sommes tous regardés, secouant la tête, un cœur de dénégation confuse. La vérité sur ce qui se trouvait dans cette boîte est sortie 3 jours plus tard, mais pas par des voies officielles. Vivien était resté en contact étroit avec la sœur cadette de Dorothy, une femme nommée Caroline, qui était venue du Kentucky dès qu'elle avait appris ce qui s'était passé. C'est Caroline qui l'a dit à Vivien, et Vivien qui me l'a répété, sa voix à peine plus qu'un murmure alors que nous étions dans l'escalier entre le 3e et le 4e étage. La boîte contenait des restes humains, plus précisément un ensemble partiel d'os de la main, nettoyé et préservé, scellé dans un sac en plastique. Il y avait une bague en argent mélangée aux os, une bague de fin d'études de l'Université d'État de l'Ohio avec l'année 1994 gravée sur le côté. Raymond Callahan avait obtenu son diplôme de l'Ohio State en 1994. La note à l'intérieur de la boîte était écrite en lettres majuscules sur du papier blanc ordinaire.
Et selon Caroline, elle disait « Joyeux Noël, Dorothy. Je l'ai gardé près de moi toutes ces années. Maintenant, toi aussi tu peux le faire. Il a crié pour toi à la fin. » J'ai senti un malaise physique en entendant Vivien réciter ces mots. Celui qui avait envoyé ce colis n'avait pas seulement tué Raymond. Il avait gardé des morceaux de lui pendant 5 ans, attendant, planifiant, choisissant le moment exact pour infliger une dévastation maximale à une mère en deuil. L'enquête qui a suivi a consommé les semaines suivantes de nos vies. Les détectives ont interrogé chaque résident à plusieurs reprises, visionné les images de surveillance des commerces voisins, fait le tour du quartier, demandant si quelqu'un avait vu une personne s'approcher de l'immeuble la veille de Noël. La caméra de sécurité du magasin de proximité en face avait capturé une silhouette se dirigeant vers notre immeuble vers 22h30 ce soir-là, environ une demi-heure avant que nous ne placions nos cadeaux devant la porte de Dorothy. Les images étaient granulaires et prises sous un mauvais angle, ne montrant qu'une personne en manteau sombre et bonnet de laine, portant ce qui semblait être un petit colis. Elle marchait avec une légère boiterie, favorisant sa jambe gauche. Mais au-delà de cela, il n'y avait aucun trait distinctif. Pas de visage, pas d'estimation claire de la taille, rien qui puisse permettre de l'identifier. La police a retracé le papier d'emballage Kraft jusqu'à une marque générique vendue dans des dizaines de magasins à travers 3 États. La boîte blanche à l'intérieur était tout aussi introuvable, le genre que l'on pouvait acheter en gros dans n'importe quelle entreprise de fourniture d'expédition. Celui qui avait fait cela comprenait la science forensique, savait comment rester invisible, et avait clairement passé des années à préparer cet acte de cruauté. Dorothy n'est jamais revenue dans l'appartement de Whitmore Road. Caroline a déménagé ses affaires à la mi-janvier, tandis que Dorothy se remettait dans un établissement psychiatrique dans le Kentucky, et l'appartement est resté vide pendant des mois, un rappel silencieux de ce qui s'était passé chaque fois que je passais devant. L'analyse ADN des os est revenue en février, confirmant ce que tout le monde soupçonnait déjà. Ils appartenaient à Raymond Callahan. L'affaire est officiellement passée d'une enquête sur une personne disparue à un homicide, mais ce changement de classification n'a pas apporté de nouvelles pistes. Les détectives ont théorisé que Raymond avait été ciblé par quelqu'un qu'il connaissait, peut-être quelqu'un avec une rancune personnelle, mais ils n'ont jamais pu établir un suspect clair. Ses collègues, amis, ex-petites amies. Tout le monde avait un alibi. Tout le monde a passé le test du détecteur de mensonges. Tout le monde semblait sincèrement choqué que Raymond, discret et sans histoire, ait connu une fin si violente. La personne boitant sur les images de surveillance est devenue un fantôme qui a hanté l'enquête. Un spectre qui était apparu pendant 30 secondes sur une caméra granulaire avant de se dissoudre à nouveau dans la masse anonyme de l'humanité. Au printemps, les détectives ont cessé de venir aussi fréquemment. À l'été, l'affaire était devenue froide. Je vis toujours dans le même immeuble. Bien qu'il ne se passe pas un seul jour sans que je pense à ce matin de Noël. La communauté que nous avions construite ici ne s'est jamais vraiment remise. Certains résidents sont partis dans les semaines qui ont suivi, incapables de se débarrasser du sentiment qu'une personne avait marché parmi nous, étudié nos routines, et utilisé notre propre gentillesse comme mécanisme de livraison pour quelque chose d'indicible. Vivien a été muté dans un hôpital de l'autre côté de la ville et a pris un appartement plus proche de son nouveau lieu de travail. Monsieur Hoffman est mort de cause naturelle l'automne suivant. Et je me demande parfois si le stress de ce jour-là a accéléré son déclin. Dorothy est décédée 18 mois plus tard. Selon Caroline, qui a envoyé une brève note aux résidents restants de l'immeuble, elle a dit que Dorothy n'a plus jamais parlé de Raymond ou du colis, qu'elle s'était simplement repliée sur elle-même jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je pense à la personne qui a fait cela, qui qu'elle soit, marchant quelque part avec la connaissance de ce qu'elle a accompli. Elle est probablement encore en vie, encore libre, peut-être même satisfaite de la destruction qu'elle a causée. La police ne l'a jamais identifiée, ne s'en est jamais approchée, autant que je sache. Et chaque veille de Noël, lorsque je vois les voisins échanger des cadeaux et répandre la joie des fêtes, je me surprends à scruter la rue dehors par ma fenêtre, guettant une silhouette en manteau sombre, marchant avec une légère boiterie, portant un colis destiné à quelqu'un qui ne verra jamais venir le danger. Le 18 décembre 2017, un juge a condamné Victor Holloway à 18 mois de prison. Et j'ai enfin retrouvé la sensation de respirer. Ma promotion de lycée avait eu sa réunion des 10 ans cet automne-là. Pendant que les autres partageaient des photos de leurs enfants et de leur promotion, j'étais simplement reconnaissante de respirer sans vérifier les verrous 3 fois avant de me coucher. Nous avions été ensemble depuis mes 24 ans. Et au moment où le shérif l'a emmené menotter, j'avais un étordu qui n'avait jamais bien guéri,
une ordonnance restrictive qu'il avait violée 2 fois, et une collection de dossiers médicaux assez épaisse pour servir de preuve au tribunal. Je suis resté dans cette salle d'audience pendant 20 minutes après que tout le monde soit parti, me laissant simplement croire que c'était vraiment terminé. Mes mains étaient immobiles, ma respiration était normale, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir exister dans le monde sans scanner constamment les issues de secours. 7 jours avant Noël, et pour une fois, la saison des fêtes ne semblait pas être un champ de mine. Mon ami Harper avait été ma bouée de sauvetage tout au long de cette épreuve. Nous nous étions rencontrés en travaillant dans le même bureau d'assurance à Dayton, dans l'Ohio, à l'époque où ma vie avait encore un sens. Elle avait déménagé environ 40 minutes au nord, dans une petite ville appelée Bellefontaine, avec son mari Greg, quelques années plus tôt, et elle me demandait de venir la voir depuis lors. Quand elle m'a appelé 3 jours avant Noël et a appris que je prévoyais de passer les vacances seul dans mon appartement en mangeant des lasagnes surgelées, elle a pratiquement exigé que je vienne rester chez eux. Ils organisaient une petite réunion le soir de Noël, a-t-elle dit, juste quelques voisins et le frère de Greg et sa femme. Rien de fancy. J'ai failli dire non par habitude, car dire non était devenu mon réglage par défaut. Mais quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Elle m'a rappelé que Victor était sous les verrous, que je méritais d'avoir des fêtes normales, que je devais commencer à me reconstruire. Alors j'ai dit oui. J'ai fait une petite valise ce vendredi matin, le 22 décembre, et j'ai conduit vers le nord à travers de légères chutes de neige, me répétant tout au long du trajet que c'était à cela que ressemblait la guérison. Harper et Greg vivaient dans une maison coloniale de 2 étages sur Birchland, le genre de maison avec un porche qui fait le tour et des guirlandes de Noël qui s'harmonisaient vraiment. Quand je me suis garé dans leur allée, Harper est sorti en courant en pantoufles et en cardigan, m'enlaçant avant même que je ne sorte mon sac du coffre. Elle avait l'air en bonne santé et heureuse d'une manière qui m'a fait réaliser combien de poids j'avais perdu au cours de l'année précédente. Greg m'a fait signe depuis la porte d'entrée, tenant leur Golden Retriever par le collier pour qu'il ne me renverse pas. La maison sentait la cannelle et le pain, et un feu crépitait dans le salon. Pendant les 2 premiers jours, je n'ai rien fait d'autre que dormir, manger la cuisine de Harper et regarder de mauvais films de vacances sur leur canapé. Je n'ai pas vérifié les fenêtres. Je n'ai pas dormi avec mon téléphone serré dans ma main. Je n'ai pas sursauté quand Greg est apparu soudainement au coin d'une pièce. Cela ressemblait à emprunter la vie de quelqu'un d'autre, et j'avais peur de réaliser à quel point je voulais la garder. Le matin de Noël était calme et lent. Harper a préparé des toasts français avec du sucre glace, et nous avons échangé de petits cadeaux près du sapin pendant que la neige tombait dehors. Je lui ai offert une écharpe que j'avais tricotée pendant toutes ces nuits où je ne pouvais pas dormir, et elle a pleuré un peu en la déballant parce qu'elle savait ce que représentaient ces mailles. Le frère de Greg, Denny, est arrivé vers midi avec sa femme Lydia, et ils ont apporté assez de nourriture pour nourrir une petite armée. Les voisins ont commencé à arriver vers 16 heures. Un couple à la retraite nommé les Burke et une jeune femme nommée Mia qui travaillait à la bibliothèque locale. Vers 18 heures, la maison était chaude et bruyante de conversation. Et quelqu'un avait mis une playlist de vieilles chansons de Noël qui donnait à toute une ambiance dorée et sûre. Je me tenais dans la cuisine, aidant Lydia à disposer des amuse-gueules sur un plateau. Et je me souviens avoir pensé que c'était ce que faisaient les gens normaux. C'était ce que les fêtes étaient censées ressentir. J'avais presque oublié. Vers 19h30, je suis sorti sur la véranda arrière pour prendre l'air. La maison s'était réchauffée avec tous les corps et le feu de cheminée, et j'avais besoin d'un moment pour moi. La cour était petite et bien entretenue, bordée d'une clôture en bois qui la séparait des voisins. La neige tombait régulièrement depuis toute la soirée, et tout était recouvert d'une épaisse couverture blanche qui étouffait le monde. Je me tenais là, les bras enroulés autour de moi, respirant le froid et regardant mon souffle se transformer en brouillard. De l'intérieur, j'entendais des rires et le son étouffé de Bing Crosby chantant un Noël blanc. J'allais rentrer quand j'ai remarqué un mouvement à l'autre bout de la cour, près de la porte qui menait à l'allée latérale. Il faisait sombre là-bas, la lumière du porche n'atteignant pas si loin, mais j'aurais juré avoir vu une forme, peut-être une personne debout juste au-delà de la clôture. J'ai plissé les yeux dans l'obscurité, mon cœur battant plus vite malgré mes efforts pour rester calme. Mais puis Mia a ouvert la porte arrière et m'a demandé si je voulais plus de vin. Et quand j'ai regardé à nouveau, il n'y avait rien là. Juste de la neige et des ombres et mon imagination paranoïaque. Je suis rentré et j'ai essayé de me secouer. 4 ans de vie dans la peur avaient recablé mon cerveau pour voir des menaces partout.
Et je savais que mon thérapeute m'avait prévenu contre l'hypervigilance, contre la façon dont mon système nerveux aurait besoin de temps pour comprendre que le danger était passé. Alors j'ai versé un autre verre de vin et j'ai rejoint la fête, riant des blagues terribles de Greg et écoutant les Burke raconter des histoires sur leurs petits-enfants. Mais je continuais à dériver vers les fenêtres. Toutes les quelques minutes, je me retrouvais debout près de l'avant de la maison, regardant Birchland à travers les interstices des rideaux. La rue était calme et vide, bordée d'autres maisons décorées pour les fêtes, leurs fenêtres brillant d'une lumière chaude. Rien d'inhabituel. Personne ne rôdait dans les allées ou ne se tenait au coin des rues. Juste une nuit de Noël paisible dans une petite ville de l'Ohio. Je me suis dit que j'étais ridicule. Victor était en prison, à 40 miles de là, enfermé derrière du béton et des barbelés. Il ne pouvait plus me faire de mal. Je me le répétais comme un mantra, mais une partie de moi, un instinct animal enfoui profondément dans ma poitrine, refusait de le croire. Il était presque 21h quand je l'ai vu. J'avais erré dans la pièce avant pour prendre mon téléphone dans mon sac, et en me redressant, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre donnant sur la rue. Là, de l'autre côté de la route, debout parfaitement immobile sur le trottoir devant une maison sombre, il y avait un homme. Il portait un manteau sombre et une casquette de baseball tirée bas, et il fixait directement la maison de Harper et Greg, directement la fenêtre où je me tenais. Le réverbère derrière lui jetait son visage dans l'ombre. Mais je connaissais cette silhouette. Je connaissais la façon dont il se tenait avec les épaules légèrement voûtées, la façon dont il gardait les mains dans ses poches, l'inclinaison spécifique de sa tête quand il me regardait. Tout mon corps s'est raidi, chaque muscle se verrouillant comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. C'était Victor. Je savais que c'était Victor. Chaque cellule de mon corps hurlait son nom. Même si mon esprit rationnel insistait sur le fait que c'était impossible, qu'il était en prison, que je voyais des choses. Mais je ne voyais pas des choses. Il était bien là, à moins de 15 mètres, me regardant à travers la neige qui tombait. J'ai dû faire un genre de bruit parce que Harper est apparue à mes côtés. Et un moment plus tard, elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Et j'ai pointé la fenêtre du doigt, mon doigt tremblant malgré mes efforts pour le garder stable. Elle a regardé et j'ai observé son visage à la recherche de la reconnaissance, de l'horreur que je ressentais, mais elle a simplement froncé les sourcils et secoué la tête. Elle a dit qu'elle ne voyait personne. J'ai regardé à nouveau, et le trottoir était vide, juste de la neige et de l'obscurité et la faible lueur des guirlandes de la maison de l'autre côté de la rue. Harper a posé sa main sur mon bras et m'a demandé si j'allais bien, et j'ai pu entendre l'inquiétude dans sa voix, mais aussi autre chose, quelque chose de prudent. Elle pensait que j'avais une sorte de crise, une réaction de traumatisme. Et peut-être avait-elle raison. Peut-être que le stress des fêtes et le fait d'être entouré de tant de gens avaient déclenché quelque chose. Je me suis excusé et j'ai dit que j'allais bien, juste fatigué, juste en train d'imaginer des choses. Elle m'a regardé longuement, mais n'a pas insisté. Elle a suggéré que j'aille m'allonger un peu, faire une pause du bruit. J'ai hoché la tête et je suis monté à l'étage dans la chambre d'amis, mais je ne me suis pas allongé. Je me suis assise sur le bord du lit dans le noir, regardant la rue par la fenêtre, mon cœur battant contre mes côtes. 20 minutes ont passé, puis 30. La fête continuait en bas, et j'entendais les sons étouffés de la conversation et de la musique montant à travers le plancher. Je me suis dit que si je ne voyais plus rien, je redescendrais et ferais semblant que tout allait bien. Je le mettrais sur le compte de l'épuisement et de trop de vin et d'un cerveau conditionné à s'attendre au danger à chaque coin de rue. Mais puis, à exactement 21h42, selon l'horloge sur la table de nuit, je l'ai revu. Il avait bougé. Il n'était plus de l'autre côté de la rue, mais se tenait au bord de la propriété de Harper, juste là où l'allée rencontrait le trottoir, partiellement caché derrière le vieux chêne dans la cour avant. Le réverbère l'a éclairé juste assez pour que je puisse voir qu'il avait enlevé sa casquette. Ses cheveux étaient plus courts que dans mon souvenir, rasés près du crâne, et même à cette distance, je pouvais voir qu'il souriait. Pas un sourire normal, le genre de sourire qu'il me donnait juste avant que les choses ne deviennent mauvaises. Le genre qui disait qu'il savait quelque chose que je ne savais pas, qu'il appréciait ma peur, qu'il avait tout son temps. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le 911. Ma voix tremblait si fort que la dispatcherie m'a demandé de me répéter 3 fois. Je lui ai dit que mon ex était dehors, qu'il était censé être en prison, qu'il avait des antécédents de violence, et que j'avais peur pour ma vie. Elle m'a dit de rester à l'intérieur, de m'éloigner des fenêtres, et que des officiers étaient en route. Je suis descendu et j'ai tiré Harper dans la cuisine, loin des autres invités.
Je lui ai dit que j'avais appelé la police, que j'avais revu Victor, qu'il était sur la propriété. Son visage est devenu pâle, et pour la première fois, elle ne m'a pas regardé comme si j'étais fragile ou confuse. Elle avait l'air effrayée. Greg a dû remarquer que quelque chose n'allait pas parce qu'il est entré un moment plus tard, et Harper lui a rapidement expliqué la situation à voix basse. Il voulait sortir et vérifier, mais j'ai attrapé son bras et je l'ai supplié de ne pas le faire. Victor avait mis 2 hommes à l'hôpital avant que nous commencions à sortir ensemble, quelque chose que j'ai seulement découvert plus tard, et je ne supportais pas l'idée que Greg soit blessé à cause de moi. Nous avons éteint la musique et avons discrètement dit aux autres invités qu'il y avait une situation, que la police arrivait, que tout le monde devait rester à l'intérieur et loin des portes. Les Burke avaient l'air confus mais coopératifs. Denny continuait à demander ce qui se passait, sa voix trop forte, et Lydia a dû le faire taire. Mia a sorti son téléphone et a commencé à filmer la cour avant par la fenêtre, disant qu'elle voulait obtenir des preuves s'il réapparaissait. Nous sommes tous restés là dans le salon, les lumières du sapin de Noël clignotant joyeusement dans le coin, attendant le son des sirènes. La police est arrivée en moins de 10 minutes, 2 voitures de patrouille avec leurs lumières rouges et bleues clignotant sur la neige. J'ai regardé par la fenêtre alors que 4 officiers sortaient et commençaient à fouiller la propriété avec des lampes torchées, vérifiant derrière le chêne, marchant le long du périmètre de la clôture, dirigeant leurs faisceaux dans l'allée derrière la maison. Ils ont trouvé des empreintes de pas dans la neige, fraîches, menant du trottoir au chêne et puis vers la rue où elles disparaissaient près de traces de pneus. L'un des officiers, une femme aux cheveux gris court et à la voix calme et ferme, est entré pour prendre ma déposition. Je lui ai tout raconté, en commençant par qui était Victor et ce qu'il m'avait fait et quand il était censé avoir été condamné. Elle a tout noté sans m'interrompre. Son expression était neutre mais pas méchante. Quand j'ai fini, elle est sortie pour passer un coup de fil. Je pouvais la voir par la fenêtre, arpentant la véranda, son souffle visible dans l'air froid. Elle a été au téléphone pendant longtemps. Quand elle est revenue, son visage avait changé. Il y avait quelque chose de tendu autour de ses yeux, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la colère, à peine contenue. Elle m'a demandé de m'asseoir, et j'ai su avant qu'elle ne dise quoi que ce soit que je n'avais pas imaginé les choses. Elle m'a expliqué lentement, comme si elle choisissait chaque mot avec soin. Il y avait eu une erreur administrative dans l'établissement d'État où Victor était détenu. Une sorte de confusion avec des papiers liés à un programme de libération pour les fêtes qui était censé s'appliquer uniquement aux délinquants non violents purgeant des peines de moins de 6 mois. Victor ne remplissait aucune de ces conditions, mais d'une manière ou d'une autre, son nom s'était retrouvé sur la liste. Il avait été libéré en congé non surveillé 3 jours plus tôt, le 22 décembre, le même jour où j'avais conduit à Bellefontaine. Personne ne m'avait prévenu parce que personne ne s'était rendu compte de l'erreur jusqu'à ce qu'elle l'ait signalée. L'officier m'a dit qu'il le trouverait, que chaque unité du comté était alertée, que je devais rester avec mes amis et ne pas retourner à mon appartement à Dayton jusqu'à ce qu'il l'ait en garde à vue. Elle m'a donné sa carte et m'a dit d'appeler si je voyais autre chose. Après le départ de la police, je me suis assise sur le canapé de Harper, enveloppé dans une couverture, incapable d'arrêter de frissonner même si le chauffage était allumé. Les invités étaient tous rentrés chez eux. Greg vérifiait chaque verrou de la maison pour la 3e fois. Harper s'est assise à côté de moi, tenant ma main, ne disant rien parce qu'il n'y avait rien à dire. Victor m'avait pisté jusqu'ici. Il savait exactement où j'étais, à 40 minutes de chez moi, dans une ville que je n'avais jamais visitée auparavant. L'officier a mentionné plus tard, quand elle m'a appelé pour me donner des nouvelles, qu'ils avaient trouvé une application de suivi sur son téléphone. Quand ils l'ont finalement arrêté 2 jours plus tard dans une station-service à l'extérieur de Columbus, il avait installé quelque chose sur mon téléphone des mois plus tôt, avant le procès, et je ne l'avais jamais su. Il m'avait observé tout le temps, même depuis la prison, même à Noël. J'ai toujours le même numéro de téléphone parce que la police a dit que le changer ne servirait à rien. Que des hommes comme Victor trouvent toujours un autre moyen. Parfois, je pense à cette nuit-là, à sa proximité, à ce qui aurait pu se passer si j'étais sorti seul, ou si la police avait mis plus de temps à arriver. Je n'ai pas de réponse à la question de savoir pourquoi il n'a pas essayé d'entrer. Peut-être qu'il attendait que je sois seul. Peut-être qu'il voulait juste que je sache qu'il pouvait m'atteindre quand il le voulait. J'ai déménagé dans un autre état 6 mois plus tard, et je ne suis pas retourné dans l'Ohio depuis. Je vérifie toujours les verrous 3 fois avant de me coucher. Certaines habitudes, il s'avère, sont là pour vous garder en vie. Chaque année, vers la mi-décembre, notre quartier à Ashland,
dans le Kentucky, organise une collecte de charité de Noël dans l'ancien centre communautaire de Bellefonte Road. Ma femme Carla et moi étions bénévoles depuis environ 3 ans. Et en 2023, nous connaissions pratiquement tout le monde impliqué. Tout repose sur la confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens du coin arrivent avec des sacs de jouets, des conserves, des manteaux d'hiver pour les enfants qui en ont besoin. Les parents remplissent de petites cartes avec les noms de leurs enfants, leurs âges, ce qu'ils pourraient vouloir pour Noël. Nous trions tout dans la salle arrière, et la semaine avant Noël, les familles viennent chercher leurs colis attribués. Le gars qui s'en occupe, Phil Haney, est un ancien facteur qui traite toute l'opération comme une mission militaire. Un bloc-notes à la main, un talkie-walkie accroché à sa ceinture, le tout. J'avais 34 ans ce novembre-là, et je me souviens avoir pensé à quel point c'était agréable de faire partie de quelque chose de bien, surtout après quelques années difficiles pour tout le monde. Ce samedi 9 décembre, je suis arrivé vers 8 h du matin pour aider à installer les tables pliantes et accrocher les panneaux de dons à l'extérieur. Carla travaillait un quart de nuit à l'hôpital, alors je suis venu seul. Phil était déjà là avec sa femme, Georgia, et quelques habitués déchargeaient des bacs en plastique de leur camion. Mais il y avait 2 gars que je n'avais jamais vus auparavant, tous 2 portant les mêmes gilets rouges de bénévoles que nous portions tous. L'un était grand, peut-être la quarantaine, avec une tête rasée et une barbe de 3 jours. L'autre était plus petit, trapu, probablement à la fin de la vingtaine, avec une expression vide qui le rendait difficile à lire. Phil les a présentés comme Dal et Kenny, disant qu'ils étaient cousins et qu'ils venaient de déménager dans la région de Virginie occidentale et voulaient aider. Je leur ai serré la main, leur ai dit bienvenue à bord, et je suis retourné installer la table d'accueil près de l'entrée. À ce moment-là, je me souviens avoir pensé que c'était cool que de nouvelles personnes veuillent s'impliquer. Cette pensée me rend malade maintenant. La matinée s'est déroulée sans accroc. Les familles ont commencé à arriver vers 9 h, portant des sacs poubelles remplis de cadeaux emballés et des boîtes de nourriture en conserve. Mon travail consistait à enregistrer les gens, leur remettre un reçu de dons et les diriger vers la zone de tri à l'arrière. Dal et Kenny étaient affectés à la salle arrière, aidant à organiser tout par nom de famille et groupe d'âge. Phil leur a fait confiance tout de suite parce qu'ils sont arrivés tôt et semblaient enthousiastes. C'est comme ça dans les petites villes. Si quelqu'un se présente et agit de manière utile, les gens supposent simplement qu'il appartient au groupe. Personne ne demande de pièce d'identité. Personne ne fait de vérification des antécédents des bénévoles pour une collecte de charité dans le sous-sol d'une église. On prend les gens au mot. J'ai vu Dal plusieurs fois au cours de la matinée, portant des boîtes, discutant avec certaines des mamans, aidant même une petite fille qui avait renversé son chocolat chaud près de l'entrée. Il semblait normal, même amical. Vers l'heure du déjeuner, j'ai fait une pause et je me suis rendu à la salle arrière pour prendre une bouteille d'eau au distributeur. Kenny se tenait près de la table où nous gardions les formulaires d'admission des familles, les cartes où les parents écrivaient les noms de leurs enfants, leurs âges, leurs adresses, leur liste de souhaits, le tout. Il en avait une pile dans les mains et les parcourait lentement, un par un. Quand il m'a remarqué, il les a posés rapidement et a dit qu'il essayait juste de comprendre le système de tri. Je lui ai dit que les formulaires restent au bureau d'accueil avec moi, que nous n'utilisons que les étiquettes colorées à l'arrière. Il a hoché la tête, s'est excusé, m'a tendu la pile. Ses doigts étaient froids quand ils ont effleuré les miens, et il s'est éloigné sans un mot de plus. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention sur le moment. Peut-être qu'il était juste confus au sujet de la procédure. Mais plus tard, quand tout est sorti, j'ai repassé ce moment en boucle. La façon dont il étudiait ses cartes, la façon dont il les a posées si vite quand je suis entré. Il ne triait rien. Il lisait. Le reste de la journée a filé. À 16 h, nous avions récolté assez de dons pour couvrir près de 60 familles. Phil était ravi, faisant le tour pour remercier tout le monde, prenant des photos pour la page Facebook de la communauté. J'ai remarqué Dal sur quelques-unes de ses photos, souriant avec son bras autour de certains des autres bénévoles. Kenny est resté en arrière-plan, aidant principalement à charger des boîtes dans le placard de stockage où nous gardions tout jusqu'au jour de la distribution. Vers 17 h, les gens ont commencé à rentrer chez eux. Je rangeais la table d'accueil quand j'ai réalisé que les formulaires d'admission n'étaient pas dans le classeur où je les avais laissés. J'ai fouillé la table, vérifié sous les chaises, demandé à Georgia si elle les avait déplacés. Elle ne l'avait pas fait. J'ai trouvé le classeur 10 minutes plus tard, posé sur une étagère dans le placard de stockage, caché derrière une pile de dons de manteaux. J'ai supposé que quelqu'un l'avait mal placé pendant le chaos.
Les formulaires étaient tous là, alors je n'en ai pas fait tout un plat. Je les ai mis dans mon sac et je les ai ramenés à la maison comme je le faisais toujours, afin de saisir les informations dans notre feuille de calcul pour le jour de la distribution. Carla m'a demandé comment s'était passée la journée à son retour de son quart de travail. Je lui ai dit que c'était génial, que nous avions reçu beaucoup de dons, qu'il y avait 2 nouveaux gars qui semblaient assez sympas. Je n'ai pas mentionné l'histoire avec Kenny et les formulaires. Cela ne semblait pas digne d'être mentionné. 5 jours plus tard, un mercredi soir, j'ai reçu un appel de Phil vers 21h. Sa voix semblait bizarre, tendue, comme s'il essayait de rester calme mais échouait. Il m'a demandé si j'avais vu les informations. Je ne les avais pas vues. Carla et moi regardions un film, les téléphones en mode silencieux. Il m'a dit d'allumer la chaîne locale tout de suite. Il y avait une histoire sur un vol à main armée dans une maison à Russell, à peut-être 15 minutes de chez nous. Une famille avait été tenue en joue pendant que 2 hommes fouillaient leur maison, prenant des bijoux, de l'électronique, de l'argent, même les cadeaux de Noël des enfants sous le sapin. La mère avait été frappée avec un pistolet quand elle avait essayé d'attraper son téléphone. Les 2 enfants, un garçon et une fille, avaient été enfermés dans une salle de bain pendant près de 2 heures pendant que cela se produisait. Quand ils ont montré les images de la caméra de sécurité du Porsche d'un voisin, je les ai vus. 2 hommes en capuche sombre montant l'allée. Le grand avec la tête rasée, le plus petit avec ce visage vide. Dal et Kenny. J'ai agrippé la coudoir du canapé si fort que mes jointures sont devenues blanches. Carla m'a demandé ce qui n'allait pas et je n'ai même pas pu lui répondre. J'ai juste pointé l'écran. Le présentateur des informations disait que la police recherchait 2 suspects en lien avec le vol et au moins 3 autres cambriolages dans les comtés de Boyd et Greenup au cours de la semaine précédente. Il n'avait pas encore de nom, juste des descriptions. Homme blanc, l'un grand avec la tête rasée, l'autre plus petit et trapu, armé et dangereux. Ne pas approcher. Je suis resté assis là longtemps après la fin du reportage, fixant simplement la télévision pendant qu'une publicité passait. Ma femme continuait à me demander ce qui se passait et finalement je le lui ai dit. Je lui ai parlé des 2 gars à la collecte de charité, de Kenny parcourant les formulaires d'admission, du classeur se retrouvant dans le placard de stockage. Elle est devenue pâle. Elle m'a demandé si j'étais sûr, et j'ai dit que j'étais aussi sûr que possible sans voir leur visage de près sur ces images, mais c'était eux. La façon dont ils bougeaient, la différence de taille, même la façon dont le plus petit marchait avec les épaules voûtées vers l'avant. J'ai rappelé Phil et lui ai dit ce que je pensais. Il a dit qu'il pensait la même chose depuis qu'il avait vu les informations. Il avait déjà appelé la police. Le lendemain matin, 2 détectives sont venus à la maison avant que je parte au travail. Ils se sont assis à notre table de cuisine et m'ont demandé de décrire tout ce dont je me souvenais à propos de Dal et Kenny. À quoi ils ressemblaient, ce qu'ils avaient dit, comment ils agissaient, où ils avaient passé la plupart de leur temps pendant l'événement. Je leur ai parlé des formulaires, de Kenny que j'avais trouvé avec eux, du classeur qui avait été déplacé. L'un des détectives, une femme aux cheveux gris courts nommée Booth, a tout noté sans lever les yeux. L'autre, un gars plus jeune, a demandé si nous avions des photos de l'événement. Je me suis souvenu des photos que Phil avait prises pour la page Facebook. Nous les avons ouvertes sur mon ordinateur portable, là, à table. Les voilà, tous les 2, souriant dans leur gilet rouge de bénévoles comme s'ils appartenaient à l'équipe. Dal avait son bras autour de Georgia sur une photo. Kenny était en arrière-plan d'une autre, debout près de la boîte de dons de jouets, les mains dans les poches. Le détective Booth m'a demandé de lui envoyer toutes les photos que nous avions. Elle a également demandé les formulaires d'admission, ceux avec toutes les informations sur les familles. Quand je lui ai tendu le classeur, elle l'a regardé un long moment, puis l'a mis dans un sac de preuves sans dire un mot. J'ai su à ce moment-là que ces formulaires étaient la manière dont ils avaient choisi leur cible. Au cours des jours suivants, d'autres détails sont sortis. La famille de Russell n'avait pas été choisie au hasard. Le père travaillait de nuit dans une usine chimique, ce qui signifiait que la mère était seule à la maison avec les enfants la plupart des soirs. Ils avaient indiqué 2 enfants sur leur formulaire d'admission, âgés de 7 et 9 ans, et avaient demandé des bottes d'hiver et une console de jeu. L'adresse était là, sur la carte, avec un numéro de téléphone. La police a confirmé qu'au moins 2 autres familles victimes de la série de cambriolages avaient également participé à notre collecte de Noël. L'une vivait à Flatwood, à environ 16 km à l'est. L'autre était à Worthington, un petit quartier près de la rivière. Toutes 2 avaient rempli les mêmes formulaires d'admission.
Toutes deux avaient été cambriolées alors que le mari ou le père était absent au travail. Les hommes savaient exactement quand frapper parce que les formulaires demandaient la taille du foyer et les horaires de travail, des questions que nous avions incluses pour pouvoir coordonner les heures de livraison. Nous n'avions jamais imaginé que quelqu'un utiliserait ces informations pour déterminer quand une maison serait la plus vulnérable. Je continuais à penser à toutes les mains qui avaient touché ces formulaires, à toutes les familles qui nous avaient fait confiance avec leurs détails personnels, et à ces deux hommes debout là, dans notre centre communautaire, portant nos gilets, apprenant tout ce qu'ils devaient savoir. La police a révélé leur vrai nom une semaine plus tard. Dal s'appelait en réalité Martin Critch, 43 ans, avec un casier judiciaire pour cambriolage et agression aggravée remontant à 2011. Kenny était son neveu, Cody Bleven, 26 ans, avec 2 arrestations précédentes pour effraction. Ils utilisaient le circuit de la charité depuis des mois, apparemment, faisant du bénévolat lors de collectes de dons et de banques alimentaires dans 3 comtés pour recueillir des informations sur les familles dans le besoin, des familles qui avaient déjà du mal à joindre les deux bouts, qui avaient déjà traversé des moments difficiles, qui pensaient recevoir de l'aide. La police a trouvé un carnet dans leur chambre de motel avec des noms, des adresses, des horaires de travail, même des notes sur les maisons qui avaient des chiens ou des caméras de sécurité. Tout était écrit comme une liste de courses. Quand j'ai entendu cela, j'ai dû sortir et m'asseoir sur mon porche pendant un moment parce que je ne pouvais pas respirer correctement. Je continuais à voir Kenny debout à cette table, feuilletant ses cartes avec ses doigts froids, mémorisant chaque détail pendant que le reste d'entre nous transportions des boîtes et sourions pour les photos. Ils ont attrapé Martin Critch 3 jours avant Noël dans une station-service près de Huntington, juste de l'autre côté de la frontière de la Virginie occidentale. Il a essayé de s'enfuir mais n'est pas allé loin. Cody Bleven s'est rendu 2 jours plus tard après que son visage ait été partout dans les informations locales et que quelqu'un l'ait reconnu dans une laverie automatique. Tous deux sont maintenant en détention, faisant face à de multiples chefs d'accusation, y compris vol à main armée, agression et emprisonnement illégal. La mère de la famille de Russell, celle qui a été frappée avec un pistolet, a eu besoin d'une chirurgie pour réparer une fracture de la pommette. Ses enfants sont en thérapie. J'ai appris de fil qu'elle ne peut plus dormir dans sa propre maison, que la famille reste avec des parents jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Les autres familles font également face à leur propre traumatisme. L'une d'elles a un petit garçon qui ne laisse pas sa mère hors de sa vue, même pour aller aux toilettes. Ce sont des personnes qui ont demandé de l'aide pendant les fêtes et qui ont été terrorisées à la place. Et nous les avons laissés faire. Je sais que ce n'est pas vraiment de notre faute, que nous ne pouvions pas savoir, mais cela ne me fait pas me sentir mieux. Nous leur avons donné accès. Nous leur avons donné des gilets et des sourires et nous les avons traités comme s'ils faisaient partie de la communauté. Phil a fermé définitivement la collecte de charité. Il a dit qu'il ne pouvait plus le faire. Que chaque fois qu'il pense à organiser un autre événement, il se sent malade. Georgia a dit à Carla que Phil dormait à peine maintenant. Qu'il se reproche de ne pas avoir posé plus de questions quand ces deux-là sont arrivés. Le centre communautaire a mis en place de nouveaux protocoles de sécurité exigeant des vérifications des antécédents et une vérification d'identité pour tous les bénévoles à l'avenir, mais cela ressemble à fermer la porte après que tout a déjà été volé. J'ai toujours du mal à faire confiance aux nouveaux visages. Le mois dernier, un gars que je ne reconnaissais pas est venu à notre église pour demander des informations sur l'épicerie, et je l'ai observé tout le temps comme s'il allait sortir une arme. Carla dit que je dois en parler à quelqu'un. Et peut-être a-t-elle raison. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je vois cette pile de formulaires d'admission dans les mains de Kenny. Je le vois lire les noms des enfants, les adresses des familles en difficulté, les horaires qui lui disaient exactement quand elle serait seule et effrayée. Et je pense à la facilité avec laquelle c'est arrivé, à la façon dont personne n'a posé de questions, à la façon dont nous les avons simplement laissés entrer. Certains souvenirs s'installent en vous comme des pierres, lourds et permanents, impossibles à déplacer même lorsque vous en avez désespérément envie. Pendant 27 ans, j'ai porté un souvenir particulier comme s'il était fait d'or, le polissant chaque décembre, le sortant lors des dîners de famille pour faire sourire tout le monde. Mes parents, mon frère Gavin, mes tantes, oncles et cousins, ils connaissaient tous cette histoire par cœur. Nous avons emménagé dans notre appartement de Bleecker Street à New York juste avant les fêtes en 1997. Un 3e étage exigu avec des radiateurs bruyants et des murs si fins qu'on entendait les voisins éternuer. Mon père travaillait en double équipe dans une imprimerie de l'autre côté de la ville, tandis que ma mère était serveuse dans un dîner à 6 pâtés de maison.
L'argent était si serré que Gavin et moi partagions une chambre avec des lits superposés poussés contre la fenêtre donnant sur l'échelle de secours. J'avais 5 ans cet hiver-là, assez jeune pour croire en tout. Et Gavin en avait 9, assez grand pour faire semblant de ne pas y croire, mais encore assez jeune pour espérer. Cet appartement était petit et rempli de courants d'air, et l'eau chaude ne durait jamais plus de 10 minutes. Mais je l'adorais à cause de ce qui s'était passé la veille de Noël. Gavin m'a secoué pour me réveiller à un moment donné après minuit. Sa main sur ma bouche pour que je ne fasse pas de bruit. Je me souviens de la sensation de ses doigts froids contre mes lèvres, de la façon dont ses yeux brillaient dans la faible lumière de la rue à l'extérieur. Il m'a tiré de mon lit du bas et m'a traîné vers la fenêtre, pointant quelque chose sur l'échelle de secours avec un doigt tremblant. Quand j'ai regardé à travers la vitre givrée, mon cœur a failli exploser de ma poitrine. Il y avait un homme qui descendait du 4e étage, vêtu d'un costume complet de Père Noël, rouge et blanc avec des bottes noires et tout. Il se déplaçait prudemment sur les barreaux métalliques, une main agrippant la rampe. Et quand il a tourné la tête et nous a vu le regarder à travers la fenêtre, il s'est arrêté. Je me souviens de chaque détail de ce moment avec une clarté parfaite, la façon dont le froid irradiait de la vitre, le son de Gavin respirant vite à côté de moi, le hurlement lointain d'une sirène quelque part dans la ville. Le Père Noël nous a regardés et a souri sous sa fausse barbe blanche. Puis il a levé une main gantée et nous a fait signe, lentement et délibérément, avant de porter un doigt à ses lèvres. Restez silencieux. Gardez le secret. Gavin et moi avons plongé sous nos couvertures et nous sommes restés là, gloussant si fort que nous avons failli réveiller nos parents. Nous avions vu le Père Noël. Nous l'avions vraiment vu. C'était le moment le plus magique de toute mon enfance. Le lendemain matin, nous avons tout raconté à nos parents, trébuchant sur les mots dans notre excitation, décrivant le costume rouge, le signe de la main et le doigt pressé contre ses lèvres. Ma mère a ri et a dit, le Père Noël devait être en retard et a décidé d'utiliser l'échelle de secours comme raccourci. Mon père m'a ébouriffé les cheveux et m'a dit que j'avais de la chance, que la plupart des enfants ne voyaient jamais la vraie chose. Aucun d'eux ne semblait surpris ou inquiet, ce qui ne faisait que confirmer ce que Gavin et moi croyions déjà, le Père Noël était réel. Il avait visité notre immeuble, et nous étions assez spéciaux pour le surprendre en flagrant délit. Cette histoire est devenue une pierre angulaire de notre mythologie familiale. Chaque Noël pendant les 2 décennies suivantes, quelqu'un la mentionnait. Vous vous souvenez quand les garçons ont vu le Père Noël sur l'échelle de secours? Vous vous souvenez à quel point ils étaient excités? Cela s'est répandu dans la famille élargie, parmi les amis, les collègues lors des fêtes de fin d'année. J'ai dû raconter cette histoire une centaine de fois, ajoutant ici et là de petits détails, enjolivant la magie jusqu'à ce qu'elle brille comme un joyau poli. La façon dont sa barbe avait l'air si réelle, l'éclat dans son œil, la neige qui avait commencé à tomber juste après qu'il ait disparu de l'échelle. Certains de ces détails ont été inventés avec le temps. Je le sais maintenant. Mais le cœur du souvenir est resté solide et inébranlable. Gavin a déménagé à Seattle après l'université, et nous nous sommes éloignés comme le font parfois les frères et sœurs, échangeant des SMS pour les anniversaires et des appels pour les fêtes, mais pas grand-chose d'autre. Mes parents sont restés dans ce même appartement de Bleecker Street pendant près de 15 ans avant de finalement s'installer dans une communauté de retraite dans le New Jersey. La vie a continué, et l'histoire du Père Noël est devenue une de ces légendes familiales que tout le monde connaît mais que personne ne prend trop au sérieux. Puis mon père est tombé malade au printemps 2024. Un diagnostic qui est arrivé vite et a frappé fort. Et soudain, je me suis retrouvé à conduire dans le New Jersey chaque week-end pour aider ma mère avec les médecins, les médicaments et toute la logistique de voir quelqu'un que vous aimez s'éteindre. C'était lors d'un de ces longs après-midi chez eux, assis dans le salon pendant que mon père dormait dans la pièce voisine, que ma mère a dit quelque chose qui a tout changé. Elle regardait de vieux albums photos, s'attardant sur des images de ce premier appartement, et elle a dit, presque pour elle-même, « J'ai toujours pensé que nous n'avions pas fait ce qu'il fallait en ne vous disant pas, à vous les garçons, ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. » Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle m'a regardé avec une étrange expression, comme si elle pesait quelque chose de lourd dans son esprit. Puis elle a secoué la tête et a dit que ce n'était rien, juste une vieille femme qui radotait, mais je n'ai pas pu laisser tomber. Quelque chose dans son ton, la façon dont elle évitait mon regard après l'avoir dit, m'a indiqué que ce n'était pas rien. Je l'ai d'abord pressée gentiment, puis plus insistamment alors qu'elle continuait à éluder. Finalement, elle a posé l'album photo et a joint ses mains sur ses genoux comme elle le faisait toujours quand elle allait dire quelque chose de difficile. Elle m'a raconté que le matin de Noël 1997,
le matin après que Gavin et moi ayons vu le Père Noël sur l'échelle de secours, il y avait eu des policiers dans l'immeuble. 2 détectives en civil qui faisaient du porte-à-porte, demandant aux résidents s'ils avaient vu ou entendu quelque chose d'inhabituel pendant la nuit. Mes parents leur ont parlé dans le couloir pendant que Gavin et moi étions distraits par nos cadeaux. Et les détectives leur ont dit quelque chose qui a fait que ma mère a agrippé le cadre de la porte pour ne pas tomber. Une femme du 4e étage, directement au-dessus de notre appartement, avait été agressée chez elle à un moment donné après minuit. C'était une veuve âgée nommée Estelle Marino qui vivait seule et se tenait à l'écart. Quelqu'un avait pénétré dans son appartement par la fenêtre, l'avait battue grièvement et volé tout ce qu'il pouvait emporter de valeur. Elle avait à peine survécu et avait été emmenée à l'hôpital dans un état critique. Les détectives ont demandé si mes parents avaient vu quelqu'un sur l'échelle de secours, quelqu'un d'inhabituel dans ou autour de l'immeuble. Ma mère a dit qu'elle avait failli leur parler de ce que Gavin et moi avions vu. L'homme en costume de Père Noël descendant du 4e étage juste au moment où l'agression avait dû avoir lieu. Mais mon père l'en a empêché. Il l'a tiré de côté et a chuchoté que nous n'étions que des enfants, que c'était Noël, que leur dire la vérité détruirait quelque chose de précieux et d'innocent en nous que nous ne pourrions jamais récupérer. Les détectives avaient d'autres pistes, d'autres témoins, et ils n'avaient pas besoin de 2 petits garçons pour résoudre l'affaire. Alors, mes parents n'ont rien dit. Ils ont souri, secoué la tête et fermé la porte. Et ils ont passé les 27 années suivantes à nous regarder raconter cette histoire à chaque rassemblement familial, sans jamais laisser transparaître ce qu'ils savaient. La voix de ma mère tremblait à la fin de son récit, et des larmes coulaient sur ses joues. Elle a dit qu'elle avait voulu nous le dire tant de fois, surtout après qu'Estelle Marino soit morte de ses blessures quelques semaines plus tard. Mais le moment ne semblait jamais approprié. Et puis les années ont passé, et il est devenu plus facile de laisser le mensonge perdurer, de nous laisser garder notre souvenir magique du Père Noël sur l'échelle de secours. Elle m'a demandé si je pourrais un jour lui pardonner. Je ne savais pas quoi dire. Je suis juste resté assis là, sentant quelque chose de froid et de sombre s'étendre dans ma poitrine, réécrivant chaque souvenir chaleureux que j'avais jamais associé à cette nuit. J'ai conduit chez moi ce soir-là dans un brouillard, voyant à peine la route devant moi. Mon esprit revenait sans cesse à ce moment à la fenêtre, le rejoint encore et encore avec ce nouveau contexte terrible superposé. L'homme en costume de Père Noël venait de battre une femme âgée presque à mort. Ses gants, ceux avec lesquels il nous avait fait signe, auraient pu encore avoir son sang dessus. Le sourire sous la fausse barbe n'était pas celui d'un joyeux distributeur de cadeaux faisant sa tournée. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de s'en tirer avec quelque chose de monstrueux. Cette pensée m'a fait m'arrêter sur le bas-côté de l'autoroute et rester là longtemps, agrippant le volant, essayant de respirer à travers la pression dans ma poitrine. Quand je suis rentré chez moi, j'ai appelé Gavin à Seattle et je lui ai tout raconté. Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne après que j'ai fini. Puis il a dit quelque chose qui m'a serré la gorge. Il a dit qu'il avait toujours su, à un certain niveau, que quelque chose n'allait pas cette nuit-là. Il avait 9 ans, assez grand pour remarquer des choses. J'étais trop jeune pour les saisir. Il se souvenait d'avoir entendu des bruits étranges de l'étage au-dessus plus tôt dans la soirée, des chocs et des grattements qu'il avait supposés être les voisins en train de déplacer des meubles. Il se souvenait de la façon dont l'homme sur l'échelle de secours s'était déplacé, non pas avec l'énergie joyeuse de quelqu'un jouant le Père Noël, mais avec des pas prudents et délibérés de quelqu'un essayant de ne pas faire de bruit. Et il se souvenait du regard dans les yeux de l'homme quand il nous avait repérés à la fenêtre, cette fraction de seconde avant que le sourire n'apparaisse, quand il y avait autre chose là, entièrement. Gavin a dit qu'il avait enfoui tout cela parce que l'explication alternative était trop bonne pour être remise en question. Le Père Noël, réel et magique, juste dehors de notre fenêtre. Quel enfant choisirait de voir autre chose? Mais maintenant, avec la vérité enfin dite à voix haute, tous ces détails enfouis remontaient à la surface comme des corps dans un lac. J'ai passé les semaines suivantes à rechercher tout ce que je pouvais trouver sur Estelle Marino et ce qui lui était arrivé. Internet n'avait pas grand-chose, mais j'ai trouvé quelques vieux archives de journaux par l'intermédiaire de la bibliothèque publique qui mentionnaient l'affaire. Elle avait 73 ans, une couturière à la retraite qui vivait dans cet immeuble depuis plus de 40 ans. L'article décrivait l'agression comme particulièrement brutale, notant que l'intrus avait utilisé un objet lourd, peut-être une lampe ou un presse-papier, pour la frapper plusieurs fois à la tête. Elle avait été retrouvée le lendemain matin par sa fille, venue la chercher pour le dîner de Noël et l'avait découverte inconsciente dans une mare de sang près de la fenêtre. La police soupçonnait que l'agresseur était entré et sorti par l'échelle de secours, probablement déguisé pour éviter d'être reconnu par les voisins. Ils ne l'ont jamais attrapé.
L'affaire a été classée sans suite en moins d'1 an, rangée avec des milliers d'autres crimes non résolus dans une ville qui en comptait trop pour les compter. Estelle Marino est morte le 15 janvier 1998 des complications liées à ses blessures. Elle n'a jamais repris connaissance pour identifier son agresseur. Lire ces articles a fait bouger quelque chose en moi que je ne peux pas tout à fait expliquer. Toute ma vie, j'avais pensé à cette nuit comme à un cadeau, une rencontre rare et précieuse avec quelque chose de magique. Maintenant, je comprenais que j'avais été à quelques centimètres d'un meurtrier, séparé seulement par une vitre givrée. Il aurait pu ouvrir cette fenêtre. Il aurait pu entrer. 2 petits garçons seuls dans leur chambre au milieu de la nuit, nos parents endormis dans le couloir, complètement ignorant qu'un criminel violent se tenait juste à l'extérieur de notre pièce. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais raconté cette histoire, souriant et riant, décrivant la joie et l'émerveillement que j'avais ressenti quand le Père Noël m'avait fait signe. J'avais célébré un moment qui s'était produit directement après qu'une femme ait été battue presque à mort. J'avais chéri un souvenir de l'homme qui l'avait tuée. La honte et l'horreur de cette réalisation m'ont frappé par vagues, chacune pire que la précédente. J'ai arrêté de manger. J'ai arrêté de dormir. Je ne pouvais plus regarder les décorations de Noël sans me sentir malade. Ma femme pensait que je faisais une sorte de dépression nerveuse. Et peut-être était-ce le cas. Mon père est décédé cet été-là, sans jamais savoir que ma mère m'avait enfin dit la vérité. Nous l'avons enterré un jeudi dans un petit cimetière du New Jersey. Et après, alors que le reste de la famille se rassemblait chez mes parents pour manger et converser tranquillement, je me suis retrouvé debout seul dans le jardin, fixant le vide. Gavin était venu de Seattle pour les funérailles, et il est sorti pour se tenir à côté de moi. Nous ne nous sommes pas parlé pendant longtemps. Puis il a posé sa main sur mon épaule et a dit qu'il avait réfléchi à ce qu'il fallait faire avec cette chose que nous savions maintenant. Ce terrible secret qui nous pesait depuis des mois. Il a dit qu'il voulait appeler la police pour leur dire ce que nous avions vu cette nuit-là. Non pas parce qu'il pensait que cela résoudrait l'affaire ou rendrait justice à quelqu'un, mais parce qu'Estelle Marino méritait que quelqu'un parle enfin pour elle. J'y ai pensé un moment, regardant le soleil se coucher derrière la ligne d'arbres, puis j'ai hoché la tête. Nous sommes rentrés et j'ai cherché le numéro de la ligne d'information de la police de New York, et Gavin a passé l'appel pendant que j'étais assis à côté de lui en écoutant. Le détective qui nous a rappelé quelques jours plus tard était poli, mais pas particulièrement optimiste. Il a dit que l'affaire était froide depuis des décennies et que sans plus de détails précis, une description du suspect au-delà d'un homme en costume de Père Noël, il n'y avait pas grand-chose qu'il puisse faire. Il nous a remerciés d'être venus et a dit que notre témoignage serait ajouté au dossier au cas où quelque chose d'autre surgirait un jour. C'était tout. Pas de percée dramatique, pas de clôture, pas de justice pour Estelle Marino. Juste nos mots ajoutés à une pile de papier dans un classeur oublié. Quelque chose en moi s'est desserré après cet appel. Un nœud qui s'était resserré dans ma poitrine depuis le jour où ma mère m'avait dit la vérité. J'avais passé toute ma vie à garder le secret du Père Noël sans même le savoir. Maintenant, enfin, j'avais brisé mon silence. Ce n'était pas suffisant, mais c'était quelque chose. Noël ne sera plus jamais pareil pour moi. Chaque année, quand décembre arrive et que je vois les décorations s'installer et que j'entends les chants de Noël jouer dans chaque magasin, je pense à cet homme sur l'échelle de secours, sa main gantée levée en signe de salut, son doigt pressé contre ses lèvres souriantes. Je pense à sa proximité, à la facilité avec laquelle il aurait pu entrer par cette fenêtre, à la façon dont tout aurait pu être différent. Et je pense à Estelle Marino, seule dans son appartement le réveillon de Noël, la dernière nuit de sa vie, tandis que 2 petits garçons en bas gloussaient sous leur couverture et rêvaient de magie. Certains souvenirs s'installent en vous comme des pierres. Celui-ci ne me quittera jamais. Anna vérifiait le thermostat pour la 3e fois quand je l'ai repéré à travers la fenêtre du salon. Un homme en costume complet de Père Noël qui marchait sur notre trottoir avec un grand sac en velours rouge sur l'épaule, faisant signe aux voisins comme s'il possédait les lieux. Nous vivons dans ce quartier résidentiel tranquille à l'extérieur de Charlotte, en Caroline du Nord, le genre de quartier où les gens installent encore des bonhommes de neige gonflables et accrochent des guirlandes le long de leurs gouttières chaque année. Ma femme et moi étions sur le point de prendre la route pour la maison de ses parents en Caroline du Sud, un trajet de 5 heures que nous faisions chaque Noël depuis notre mariage. J'avais 34 ans ce mois d'octobre-là. Et après 6 ans à faire ce trajet, la routine était pratiquement automatique, charger la voiture, régler les minuteries des lumières, ajuster le chauffage, tout verrouiller et partir. Ce samedi matin, 2 jours avant le réveillon de Noël, tout semblait normal. Le soleil brillait,
le gel fondait sur l'herbe, et le Père Noël faisait sa tournée. Il avait l'air complètement authentique, et je veux dire par là, costume rouge avec bordure en fourrure blanche, bottes noires brillantes, une barbe blanche épaisse qui aurait pu être réelle, pour ce que j'en savais. Il avait un visage amical, le genre de gars qui semblait vraiment apprécier de jouer ce rôle. Je l'ai vu donner un bonbon à l'un des enfants Lawson, 3 maisons plus bas, puis poser pour une photo avec leur mère qui tenait son téléphone. D'autres voisins étaient aussi dehors, récupérant des colis Amazon sur leur porche ou accrochant des décorations de dernière minute, et tout le monde semblait heureux de le voir. J'ai pensé qu'il faisait probablement une sorte de collecte de charité, peut-être pour l'une des églises de la route principale ou une entreprise locale essayant de répandre la joie des fêtes. Anna m'a rejoint à la fenêtre et a souri, disant que c'était agréable de voir des gens faire encore ce genre de choses. Nous sommes restés là peut-être une minute à le regarder avancer dans la rue, complètement ignorant de ce qu'il faisait vraiment. Il est arrivé chez nous environ 10 minutes plus tard. J'étais dans le garage en chargeant une glacière dans le coffre quand j'ai entendu les grelots. Il avait de vraies clochettes attachées à sa ceinture, ce que j'ai trouvé être une belle touche sur le moment. Je suis sorti et il m'a fait un grand sourire chaleureux, m'a tendu un bonbon et a dit quelque chose comme « Joyeux Noël, voisin » d'une voix profonde et amicale. Nous avons fini par discuter quelques minutes là, dans l'allée. Il m'a demandé si nous partions pour les vacances, et je lui ai répondu « Oui, nous allons voir la famille pour la semaine ». Il a hoché la tête et a dit que la moitié de la rue semblait faire la même chose, que c'était bien de voir les gens faire encore l'effort de se retrouver pour Noël. Je me souviens avoir pensé quel gars authentique il semblait être. Il m'a posé des questions sur le trajet, combien de temps cela prendrait, quand nous prévoyions de partir. J'ai répondu à chaque question sans y réfléchir à 2 fois. Puis il a pointé du doigt la caméra de sonnerie montée à côté de notre porte d'entrée et a fait une blague à ce sujet. Il a dit quelque chose sur le fait que ces trucs devaient rendre les gens fous avec toutes les notifications, surtout pendant les fêtes avec tous les camions de livraison qui vont et viennent. J'ai ri et lui ai dit qu'il avait raison, que j'éteignais généralement les alertes de mouvement quand nous voyageons parce que sinon mon téléphone exploserait chaque fois qu'un écureuil traverserait le porche. Il a gloussé et a dit que cela avait du sens, qu'il n'y avait aucun intérêt à recevoir des notifications auxquelles on ne pouvait rien faire. De toute façon, j'ai même mentionné que nos voisins, les Mendoza d'à côté, avaient le même système et faisaient probablement la même chose. Il m'a remercié pour la discussion, m'a souhaité un bon voyage et est passé à la maison suivante. Je suis rentré en me sentant bien, en pensant à quel point c'était agréable de vivre dans un quartier où les gens veillaient encore les uns sur les autres. Je venais de donner à un inconnu un plan complet de nos vulnérabilités en matière de sécurité. Nous sommes partis pour la Caroline du Sud vers midi ce jour-là. Le trajet s'est déroulé sans incident. Anna a dormi pendant la plupart du temps, et nous sommes arrivés chez ses parents juste avant la nuit. Le réveillon et le jour de Noël ont été formidables. Exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Bonne nourriture, la tarte maison de sa mère, son père se plaignant du football, toute la routine. Je n'ai presque pas pensé à la maison à Charlotte. J'ai vérifié l'application Ring 1 ou 2 fois par habitude. Mais comme je l'avais dit au Père Noël, j'avais désactivé les alertes de mouvement, donc il n'y avait rien à voir. Juste une image fixe de notre Porsche vide avec la couronne sur la porte. Nous devions rentrer le 27, mais la mère de Anna nous a convaincus de rester un jour de plus, donc nous ne sommes pas partis avant le matin du 28. Je me souviens m'être senti détendu pendant le trajet du retour, en pensant à quel point c'était agréable de déconnecter pendant quelques jours. Ce sentiment a duré jusqu'à ce que nous tournions dans notre rue. La première chose que j'ai remarquée, c'est la porte d'entrée des Mendoza grande ouverte. Il faisait peut-être 4 degrés Celsius dehors. Bien trop froid pour laisser sa porte ouverte comme ça. Puis j'ai vu Phil Mendoza debout dans son allée en train de parler à un policier. Sa femme Carmen était assise sur les marches du Porsche, la tête dans les mains. Mon estomac s'est noué. Je me suis garé dans notre allée et suis sorti. Et c'est là que j'ai vu notre porte d'entrée. Elle était fermée, mais le cadre autour de la serrure était fissuré et ébréché. Le bois poussait vers l'intérieur comme si quelqu'un l'avait forcé. Je suis resté là à la fixer pendant quelques secondes, sans vraiment comprendre ce que je voyais. Anna est venue du côté passager et m'a attrapé le bras. Elle a dit mon nom, mais je n'ai pas pu lui répondre. J'ai marché jusqu'à la porte et l'ai poussée, et l'intérieur de notre maison avait l'air d'avoir été traversé par une tornade. Les tiroirs sortis et vidés sur le sol, les coussins du canapé jetés de côté, la télévision disparue du mur avec seulement le support mural restant.
Ils avaient pris l'ordinateur portable de Anna du bureau, ma PlayStation, un petit coffre-fort que je gardais dans le placard de la chambre à coucher et qui contenait nos passeports et environ 400 $ en liquide. La boîte à bijoux sur sa coiffeuse était vide, y compris la bague de sa grand-mère qu'elle ne portait jamais par peur de la perdre. Les placards de la cuisine étaient ouverts, et j'ai découvert plus tard qu'ils avaient pris une bouteille de whisky et certains médicaments sur ordonnance de Anna dans la salle de bain. Ce n'était pas seulement un vol. C'était une violation. Quelqu'un était entré dans chaque pièce de notre maison, avait touché à tout ce que nous possédions, avait décidé ce qui valait la peine d'être pris et ce qui ne l'était pas. Anna a commencé à pleurer dans le couloir, et je me souviens avoir ressenti une étrange torpeur, comme si mon cerveau ne pouvait pas tout à fait traiter ce que je voyais. J'ai appelé le 911 et une voiture de patrouille est arrivée environ 20 minutes plus tard. Mais d'ici là, j'avais déjà parlé à Phil à côté et j'avais appris que nous n'étions pas les seuls. Cette maison de notre rue avait été cambriolée cette semaine-là. Les Mendoza, nous, les Lawson plus bas dans la rue, un couple plus âgé nommé les Burke au coin, et 3 autres familles dont je ne connaissais même pas les noms à ce moment-là. Le schéma était évident une fois que la police a commencé à rassembler les morceaux. Chaque maison qui avait été cambriolée appartenait à quelqu'un qui était parti pour Noël. Chacune d'elles avait dit à l'homme en costume de Père Noël leur projet de voyage. Phil Mendoza m'a dit qu'il avait eu une conversation complète avec le Père Noël sur le fait de conduire en Floride pour voir son frère. Il avait même mentionné les jours où il serait absent. Les Lawson avaient parlé de leur vol le matin de Noël. Les Burke lui avaient dit qu'ils passaient la semaine avec leur fille en Virginie. Nous avions tous tenu debout dans nos allées ou sur nos porches et donné à cet inconnu nos emplois du temps complet, et ils les avaient tous notés quelque part dans ce grand sac en velours rouge. Les flics nous ont dit plus tard que c'était probablement un carnet ou un téléphone qu'il avait là-dedans, gardant une trace de tout en souriant et en distribuant des bonbons. La détective qui a pris l'affaire en main était une femme nommée Ri, et c'est elle qui a finalement expliqué comment tout cela fonctionnait. Elle a dit que ce genre de choses était plus courant que les gens ne le pensaient. Des criminels utilisant des déguisements de vacances pour repérer les quartiers parce que personne ne soupçonne le Père Noël. Elle m'a dit qu'ils avaient trouvé des cas similaires dans d'autres États. Des gars se déguisant en livreurs pendant les fêtes, de faux collecteurs de charité, même des gens faisant semblant d'être des chanteurs de Noël. La saison des fêtes rend tout le monde confiant, a-t-elle dit. Et les prédateurs savent comment en profiter. Je me suis assis dans mon salon saccagé en l'écoutant expliquer tout cela et je n'ai pas arrêté de penser au fait que je lui avais souri, que je lui avais serré la main, que je lui avais souhaité un joyeux Noël. Le pire, c'était la conversation sur les caméras. Je n'ai pas arrêté de la rejouer dans ma tête pendant des semaines par la suite. Il l'avait amené si naturellement, comme si ce n'était que des banalités, juste une observation amicale sur la technologie moderne. Et je lui avais répondu sans réfléchir, lui disant exactement comment éviter d'être enregistré. J'avais même mentionné les Mendoza, pointé directement leur maison, et dit qu'ils faisaient probablement la même chose. Quand Phil l'a appris, il ne m'a rien dit, mais je pouvais le voir dans son regard. Sa femme, Carmen, ne m'a pas regardé pendant des mois. J'avais pratiquement dessiné une carte pour ce gars, lui disant quelle maison était vulnérable et quand elle serait vide. La détective Ri a dit que je ne devais pas me blâmer, que ces gens étaient des professionnels et savaient exactement quelles questions poser, mais cela ne m'a pas fait me sentir mieux. J'avais passé des années à construire une vie dans ce quartier, et en une conversation de 5 minutes, j'avais aidé à détruire le sentiment de sécurité que tout le monde y ressentait. Ils ne l'ont jamais attrapé. C'est la partie qui me tient encore éveillé certaines nuits. La détective Ri m'a appelé quelques fois au cours des mois suivants avec des mises à jour, mais elles n'ont jamais mené nulle part. Quelques voisins avaient pris des photos avec lui, mais la barbe, le chapeau et les lunettes qu'il portait rendaient l'identification presque impossible. L'un des enfants Lawson avait une photo où l'on voyait une partie de son visage, mais elle était floue et prise sous un mauvais angle. La police a vérifié les mont-de-piété, les places de marché en ligne, partout où des biens volés pourraient apparaître, mais rien de notre rue n'a jamais refait surface. Qui que soit ce gars, il savait ce qu'il faisait. Il a probablement vendu tout hors de l'état ou avait des connexions qui gardaient les objets hors des radars. La détective m'a dit que ces opérations étaient parfois menées par des groupes organisés qui ciblaient plusieurs quartiers dans différentes villes pendant les fêtes. Notre rue n'était qu'une étape sur un itinéraire plus long. Cette pensée l'a rendu encore pire. Savoir d'une certaine manière que nous n'étions pas spéciaux, que nous étions juste des cibles faciles sur une liste. Cela fait presque 2 ans maintenant, et j'y pense encore plus que je ne le devrais. Nous avons de nouvelles serrures, un meilleur système de sécurité,
des caméras qui restent allumées quoi qu'il arrive. Je n'éteins plus les alertes, même quand nous voyageons. Anna dit que je suis devenu paranoïaque, et elle a peut-être raison, mais je ne peux pas m'en empêcher. Chaque décembre, quand les décorations sont installées et que l'esprit des fêtes s'empare de tout, je me surprends à surveiller la rue un peu plus attentivement. Je vois un Père Noël dans un centre commercial ou faisant tinter une cloche devant un magasin, et ma poitrine se serre. Je sais que la plupart d'entre eux sont juste des gens normaux qui font leur travail ou qui donnent de leur temps, mais je sais aussi que l'un d'eux pourrait ne pas l'être. C'est ce qu'il m'a pris plus que la télévision ou la PlayStation ou l'argent dans le coffre. Il a pris la partie de moi qui faisait confiance aux étrangers pendant les fêtes. La partie qui croyait qu'un homme en costume rouge distribuant des bonbons ne pouvait avoir que de bonnes intentions. Je ne pense pas que je récupérerai jamais cela.